Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On parle politique pendant toute l'émission, on va parler élections départementales. On va commencer tout de suite, c'est dans Cosmo Réunionnais. Aude Payette, bonsoir. Stéphane Albora, bonsoir. Vous êtes sur quel canton ? Canton 20, le canton 20 de Saint-Pierre. Donc sur Saint-Pierre 1, c'est votre premier engagement ? C'est notre premier pour moi, c'est mon premier engagement. Oui, c'est notre premier engagement. Alors on va commencer donc par la présentation. Qui êtes-vous ? Alors moi je suis Aude Payette, je suis originaire de la Ravine des Cabris, je suis formatrice en production horticole où je fais de l'aménagement de jardins partagés, je lutte également contre l'illettrisme et je suis engagée auprès des Scouts et Guides de France où j'apprends aux jeunes à habiter la planète autrement. D'accord. Stéphane Albora, travailleur social, 31 ans. Donc du coup, fait un master 2 donc en management des organisations de l'économie sociale et solidaire et travailleur social auprès d'enfants et des familles avec autisme. Travail économie sociale et solidaire, c'était un autre regard sur la façon de gérer ? Un autre regard sur la façon de gérer, c'est aussi donc développement en fait de l'économie sociale, l'économie solidaire, qui est l'avenir en fait, qui représente une autre façon de gérer, donc l'entrepreneuriat social. D'accord, on y reviendra dans un instant. Qu'est-ce qui, motive votre engagement dans cet environnement politique ? Alors moi aujourd'hui, je souhaite surtout améliorer le service public, c'est-à-dire mieux orienter les gens. J'aimerais également subventionner et soutenir la collaboration des différentes associations et recréer la solidarité humaine. D'accord. Pour monsieur Stéphane Albora, c'est quoi ? Qu'est-ce qui motive son engagement politique ? Alors, moi, c'est toujours parti d'un diagnostic social, d'un diagnostic de territoire qui était posé sur notre canton. Alors, quand on voit les chiffres, 47% donc de taux de pauvreté, des chiffres de taux de chômage à plus de 50%, etc. Donc, on voit que c'est des chiffres que les alarmants. Et on ne peut pas rester les bras croisés. Alors que sur le territoire, en même temps, on a en fait des ressources, les associations qui sont implantées, des entreprises qui sont implantées, des structures d'accompagnement qui sont implantées, une école de formation en travail social aussi. Et du coup, c'est cette volonté en fait de dire, si c'est pas nous qui fait, qui va faire ? Donc à un moment donné, on retrousse les manches et nous ça va au combat. Voilà. Oui, refaire vivre notre quartier et aussi faire vivre la culture réunionnaise pour le coup. Vous êtes déjà sur le terrain, vous allez déjà à la rencontre des citoyens, je suppose. Oui. Quels sont les éléments de votre échange ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Et qu'est-ce que eux vous demandent aujourd'hui de porter pour eux ? Quel projet ils souhaitent que vous développiez ? Alors d'abord, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Alors, ils nous demandent surtout de les accompagner parce que les gens aujourd'hui sont un petit peu perdus entre les services municipaux, le service départemental. Ils ne savent pas souvent où aller. Et donc, ils nous demandent de les orienter et surtout de les accompagner à leurs droits. Donc, ça nous tient vraiment à cœur pour le coup. Alors, sur le terrain, ce qui est inadmissible, on rencontre souvent, c'est que quand on questionne le monde sur qui les représente au niveau du département, les gens sont incapables de répondre. Les gens ne savent pas. Donc là, à partir de là, il y a une distance, une coupure entre nos élus, la politique et la population. Aujourd'hui, les gens ont des droits. Il y a des services. Il y a des services. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas accès à ces droits qu'ils ont. N'ont pas la connaissance de leurs droits, n'ont pas la connaissance, en fin de compte, de vers qui tourner quand on a un problème. Et donc aujourd'hui, bénévolement, on accompagne déjà les personnes sur le terrain. Et c'est en accompagnant les jeunes, en accompagnant des personnes en souffrance sur le terrain, bénévolement, que ces gens-là, en fait, la poussent à nous, à dire, écoute, si tu fais déjà quelque chose de la place de nos élus, pourquoi pas y partir. Et en y réfléchissant, petit pas, nous acheminer, et puis du coup, il y a une chose que je vais vous demander à vous deux. Vous avez l'âge que vous êtes de la génération qui arrive, vous êtes jeune.
quel regard aujourd'hui vous portez sur la classe politique actuelle et quel regard de manière générale vous portez sur la politique? Comment vous voyez ça? Quand vous regardez les hommes politiques, vous trouvez qu'ils font leur travail, que les idées sont bonnes, qu'ils mettent en place de bonnes stratégies, qu'ils construisent un bon chemin? Alors pour ma part, non, moi j'avais un regard, on va dire souvent on entend magouille, corruption sur la politique. Donc c'est le regard que j'avais parce que moi en tant que citoyenne, c'est ce que je voyais sur la politique. Je n'avais plus confiance en nos politiques. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on y va pour redorer un peu ce blason des politiques. Effectivement, la politique, c'est quelque chose de noble. La politique, c'est ce qui nous fait vivre aussi, quelque part. Et quand on regarde aujourd'hui l'État... Est-ce que les politiques sont vraiment dans ce qu'on appelle la gestion de la cité? Est-ce que vous voyez, vous, que les politiques gèrent correctement, si on peut dire, la cité? Alors, si nous sommes satisfaits d'une gestion de la cité cohérente et parfaite, on ne sera pas là. Nous serions derrière ceux qui sont au pouvoir pour les soutenir. Mais quand on voit que dans les chiffres et que quand on voit au niveau de la population et par nous-mêmes qu'il y a trop de manquements, on a énormément de manquements, donc à un moment donné, nous dit, nous va prendre notre place, nous va partir au combat, nous va partir défendre l'intérêt public, l'intérêt général, parce qu'il faut aussi, moi quelque chose qui frappe, c'est que quand on est au contact des jeunes, quand on est au contact des moins jeunes aussi, c'est que on n'a plus de rêve. Quand on demande à un maman aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, comment on voit, il n'y a plus de projection, il n'y a plus de rêve. Et ça c'est une chose, c'est vrai. Mais vous, c'est de vous je parle. Quels sont vos rêves à vous aujourd'hui? Vous vous engagez en politique. Est-ce que vous avez encore des rêves? Comment vous voulez faire évoluer cette société? Oui, on a encore des rêves, heureusement. Parce que nous, on souhaite justement accompagner ces jeunes pour qu'on puisse rêver ensemble, pour que nos quartiers puissent reprendre de la valeur, en fait. Et de les accompagner sur de l'emploi, sur les activités sociales, culturelles, sportives, pour qu'ils aient envie aussi de participer à l'évolution de nos quartiers. D'accord. Donner de la valeur et du sens aux choses. C'est donner de la valeur quand notre quartier nous veut développer notre territoire. Et le développement du territoire, il peut pas être fait sans nous. Le développement du territoire, il peut pas être décidé sans nous. Les simples, c'est que souvent, ce que nous entendons, c'est arrête cause pour nous, arrête décide pour nous. Donc aujourd'hui, nous, dans notre rêve, dans notre engagement, où ça nous veut, c'est de mener une politique avec le peuple, avec le monde, et pas une politique à côté du peuple, une politique à côté où seulement une petite partie qui n'a accès. Donc, nous voulons vraiment ouvrir le champ des possibles à tout le monde, en fait. Alors, à travers votre candidature, qu'est-ce que vous portez comme projet? Qu'est-ce que vous voulez proposer à votre génération et d'une manière générale à la population du canton où vous voulez être élu? Quels sont vos projets? Après, il y a différentes choses. Développer, encourager les projets en rapport avec le spectacle vivant, l'art, le patrimoine, surtout dans les collèges. Accompagner les collectivités et les associations à développer les projets culturels et sportifs, du coup. Et faire vivre la culture réunionnaise. Et on aimerait aussi un aménagement durable au niveau du territoire. Tout ce qui dit équipement, poubelle, gestion de l'eau et du patrimoine. Moi, je suis passionnée en agriculture. J'aimerais que notre île acquiert sa souveraineté alimentaire. Et pour cela, je pense faudra créer un grand plan de transformation agricole. Et donc, on aura besoin de ces jeunes-là sur la culture vivrière, biologique, et tout ça, bien sûr, en créant un pari gagnant-gagnant producteur-consommateur. Et aussi revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que le département, le cœur des missions du département, c'est l'action sociale. Et l'action sociale, pour cela, il faut que nous ayons des conseillers de proximité. Ramener cette proximité-là avec les gens. Où je t'y connais, vous avez un conseiller départemental pour défendre Azot, pour permettre à Azot d'avoir accès à Azot droit.
Donc, il connaît où ça, il les autres conseillers, où chercher. Et à partir de là, c'est le rôle de conseiller, c'est de conseiller, de orienter vers les droits, vers les services, vers les dispositifs en fonction du besoin que nous l'a entendu, que nous l'a reçu. Ça, c'est d'une part de l'action sociale. Après, il y a aussi le développement donc des coopératives, le développement de l'emploi, c'est-à-dire il faut que nous arrêtent, que nos jeunes visent des pourcentages du SMIC à travers des contrats PEC, etc. Que la création de créer notre propre emploi par l'insertion par l'activité économique. Il y a ça. Et puis il y a tout ce qui est volé autour du handicap, qui est aussi un gros volet donc du médico-social donc du département, donc dans ces missions obligatoires. C'est-à-dire que il y a plus on le voit, il y a plus de place dans les EHPAD, il y a plus de place dans les structures, il y a plus de place, etc. Donc là, que ça, il faut que nous développions ces structures-là, mais peut-être pas dans du modèle existant, mais dans un modèle libéral, dans un modèle au-delà de ça, et dynamiser le quartier notamment par le fait que quand maman il sort de l'école, n'a plus rien pour faire. Donc il faut que nous ramène un soutien des associations pour permettre des activités dans notre territoire, que les enfants ont accès dans notre territoire, dans notre canton, dans notre quartier, à participer aussi à la vie du quartier. Comment, et là je vous pose la question à tous les deux, comment intégrer l'économie sociale et solidaire dans ce que vous avez dit, parce qu'apparemment c'est le contexte, je pense, propice à ça. Aujourd'hui, comment faire pour que l'économie sociale et solidaire soit choisie comme méthodologie, parce que il faut changer de paradigme, il faut changer de méthode. Comment faire pour que, justement, que l'économie sociale et solidaire, d'abord, soit connue et maîtrisée, et puisse, justement, apporter des solutions, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau de la création d'activités d'entreprise? Alors, sur le canton, on a la chance, en fait, d'avoir une coopérative d'accompagnement d'activité et d'emploi, une CAE. Et nous avons la chance aussi, l'occasion d'avoir déjà des coopératives implantées. Donc, l'entrepreneuriat social, il est là, présent dans notre territoire, malgré les chiffres quantitatifs quand on montre taux de pauvreté, taux de chômage, etc. Donc, il y a les ressources qui sont existantes. Maintenant, il faut que nous amènions en place les outils et une coordination entre tous ces acteurs de territoire-là pour justement faire développer. La crise Covid, la crise sanitaire l'amène à nous à voir en fait que les gens ont plus accès au circuit court. Donc, il y a des choses que l'a développé. Cette crise sanitaire-là l'amène à nous à vivre autrement que les grandes surfaces, que l'économie classique. Donc, aujourd'hui, allons appuyer sur ce que cette crise-là, les leçons de cette crise-là que l'on a eu. Allons tirer ces leçons de ces moments-là pour justement impulser, dynamiser un petit peu au niveau du territoire du moins. Donc ces acteurs-là qui sont les associations, qui sont les coopératives, qui sont les entreprises. Pour Jardin partagé, travailler sur une autre façon de concevoir l'agriculture. Comment s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, justement pour que l'agriculture soit beaucoup plus à même à répondre aux attentes actuelles, comme par exemple être plus dans les collèges, plus dans les cantines scolaires. Comment faire ? Comment ça s'appelle ? Pour atteindre l'objectif alimentaire 100% bio et local, je pense qu'il faut une restructuration dans les collèges, dans tout ce qui permettra aux enfants de se nourrir sainement. Mais quand on parle de restructuration, le problème aujourd'hui, c'est que lorsque un établissement scolaire, que ce soit un collège, un lycée, commande lance des lots pour acheter des produits, que ce soit agricoles ou autres, il faut rentrer dans un schéma. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le projet que vous avez, est-ce que vous allez justement accompagner les agriculteurs à se mettre aux normes, à faire en sorte que demain, en se regroupant surtout, ils puissent répondre
aux appels d'offres des collèges? Oui, bien sûr. Dans notre canton, on a de la chance d'avoir différentes associations qui le font déjà. Donc nous, le but, ce serait de travailler avec eux et bien sûr accompagner les agriculteurs. Il y a différentes associations qui existent comme le GAB déjà qui accompagne les agriculteurs à rendre leur terrain en biologique du coup. Donc ça serait de travailler avec ces différents organismes pour que ça se mette en place, bien sûr, et de l'accompagnement. Parce que ce qui est difficile, en fait, c'est j'allais dire, de comprendre c'est quoi l'économie sociale et solidaire, comment fonctionner différemment par rapport à l'économie traditionnelle, cette économie libérale, plus, comment faire en sorte de donner, d'une part, envie, mais surtout de donner les moyens administratifs, juridiques, comptables et fiscaux à quelqu'un pour avoir son entreprise, que ce soit l'agriculteur, que ce soit l'artisan. Comment faire, justement, quand on parle d'économie sociale et solidaire, faire en sorte que ça lui soit, j'allais dire, que le concept lui parle et que ça lui paraît pas insurmontable. Alors, déjà, c'est quelque chose qu'il fait déjà, mais sans le savoir. Il y a beaucoup qui fait déjà l'économie sociale, l'économie solidaire sans le savoir. Après, pour la structuration, justement, c'est-à-dire en travaillant avec notamment une coopérative d'activité et d'emploi qui est présent sur notre canton, justement. Donc là, on a un réseau en création pour que les gens, pour que les entrepreneurs, les futurs coopérateurs puissent structurer. Donc, dans un premier temps, c'est la structuration. Et la structuration, il faut que on a des conseillers départementaux qui ont cette compétence de pouvoir orienter ces personnes-là pour travailler, mobiliser entre les acteurs et avoir territoires. un accompagnement renforcé, du coup, pour aider ces agriculteurs et la population. C'est entre les acteurs de territoire et les acteurs de territoire, c'est-à-dire les entrepreneurs, et les accompagnateurs. Il faut que nous ayons ce cordon, se raccorder. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord à mettre au préalable, à mettre des formations en place pour que les gens comprennent c'est quoi l'économie sociale et solidaire, comment ça fonctionne, comment choisir la bonne stratégie? Est-ce que ça, c'est pas... Parce que le développement durable est un sujet dont on parle depuis 20, 30 ans. Il y en a qui découvrent, on a vu la permaculture, on a vu le bio, on a vu j'allais dire, naître des façons de faire, mais les agriculteurs traditionnels ont du mal à sortir de leurs habitudes. La formation fait partie, justement, quand on fait le diagnostic territoire et quand on regarde les ressources au niveau qualitatif et les données au niveau quantitatif, la formation, elle est indispensable. La formation, c'est aussi une phase qu'elle est là. On a des acteurs pour encadrer cette formation-là, justement. On a les coopératives d'accompagnement de l'emploi, mais on a aussi des centres de formation. On a aussi des personnes qui sont habilitées à ouvrir des formations. Et là, ce qui manque aussi, vraiment, c'est ce raccord, justement. Encore une fois, ce raccord entre les acteurs et les personnes. Et ce qui manque aussi, c'est des personnes compétentes, capables de pouvoir aller débattre, aller demander au niveau du département le nécessaire pour que ce raccordage entre acteurs et personnes soit fait, et surtout pour que les besoins soient répondus. Après, ça revient aussi sur l'autre chose, sur l'action sociale. Quand on nous regarde, un exemple, quand on regarde, ça revient sur l'action sociale. Quand un grand monde, son toit il coule, ces réparations de toit-là doivent être faites dans l'année. Donc, il est inadmissible que ce grand monde y attend 2 ans, 3 ans, 4 ans pour avoir la réparation de son toit. Donc là, encore une fois, il faut que le conseiller départemental il soit engagé que au niveau du département, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il faut que le conseiller départemental soit engagé que au niveau du département, il soit présent, que la personne soit accessible et qu'il puisse appuyer cette demande de cette personne-là qui a un besoin. On a un besoin, on l'accueille,
nous écoutent et nous répondent nos besoins. Pas dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais dans l'année, l'immédiat. dans le délai le plus court. Donc là, c'est là qu'il prend vraiment le cœur et sens de notre engagement au niveau du conseil départemental. On a du financement, on a des responsabilités, et ces responsabilités confiées-là, on a nous compte que nous l'a confié à des personnes que n'a pas su bien les mener. Mais aujourd'hui, nous retroussons nos démarches, nous ça va au combat, nous ça va assumer ces responsabilités-là. Alors, on est prêt à les accompagner en tout cas et à changer un petit peu ce règlement parce que tout est à faire en fait. Pour répondre à votre question, même au niveau formation, je pense que les gens sont pas assez informés et donc oui, il faudra éventuellement les informer et les accompagner à leurs droits comme le disait Stéphane tout à l'heure. D'accord. Merci donc à Aude Payette et Stéphane Albora donc pour cet échange. Je rappelle donc qu'ils sont candidats sur le canton. Vous allez me donner le nom. Canton 20, Saint-Pierre Canton 1. de Saint-Pierre 1, donc pour les élections départementales des 20 et 27 juin. Donc on aura l'occasion à ce moment-là de voir d'autres, j'allais dire, on va sans doute voir d'autres candidats juste après. Mais pour l'instant, merci à vous. Merci. D'être venus jusqu'à nous. On marque une pause, on se retrouve juste après. Historan, c'est d'abord une pensée pour Sud-Alfuma. Absolument, c'est une pensée pour Sud-Alfuma puisqu'il était plus qu'un historien. Il gardait donc à l'occasion de cette date-là une façon de célébrer un 20 décembre particulier. Au-delà de son cursus universitaire, prof d'université, chercheur, et il cherchait toujours à apporter un plus vers chaque 20 décembre par le biais de son travail d'historien, par historienne, en allant vers le plus grand public. Donc il y avait les festivités, mais il y avait surtout les conférences. Et le point principal sur lequel il voulait travailler le plus, c'est passer un maximum de messages à l'occasion du 20 décembre par rapport à la population. Pas seulement une population ciblée, comme on rencontre souvent. On dit aussi que c'était un historien pas comme les autres. Donc, il avait ce sens-là d'aller vers le plus grand public pour expliquer le 20 décembre. Parce que les gens entendent parler du 20 décembre, mais ne connaissent pas vraiment le fin mot de l'histoire. Le 20 décembre, pour Sud-Alfuma, et là je vais parler d'un point de vue journalistique, quand on regarde au départ, c'est historique, c'est la fin de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, entre le 20 décembre 1848 et le 20 décembre 2020. Comment le message a évolué, comment aujourd'hui le Réunionnais doit regarder ce cheminement entre le 20 décembre 1848 et le 20 décembre 2020. Entre 1848 et 2020, ce qu'il faut regarder, c'est au travers des actes qui ont été réalisés, notamment donc, par l'historien, par Sud-Alfuma lui-même. Premièrement, la pose des stèles dans différentes communes. Donc, beaucoup de communes aujourd'hui à La Réunion, il y a un stèle. C'est pour marquer donc chaque 20 décembre la fin de l'abolition de l'esclavage, avec des cycles de conférences, des explications et des manifestations. Donc, c'est au travers de ces actes-là où chacun peut constater ce qu'est un 20 décembre et la façon aussi de mettre en valeur les hommes et les femmes qui ont travaillé aussi bien les esclaves eux-mêmes, qui ont subi des violences indescriptibles parfois, que les chercheurs, que l'homme de la rue, que le Réunionnais d'une façon générale. Donc, ce qui a évolué, beaucoup évolué, donc c'est ça, ce sont ces actes, la mise en place des stèles, la multiplication de conférences,
revenir sur le sens du 20 décembre. Pourquoi le 20 décembre? D'où viennent les réunis, les esclaves qui eux, célèbrent aujourd'hui les réunis? Donc il a repris les choses à la source pour expliquer aux gens donc, ce qu'était le 20 décembre. Et il a donné tout un sens particulier à notre 20 décembre, parce que ne faites pas pour fêter, il faut aussi comprendre ce qui s'est passé. Et où ça s'est passé, comment ça s'est passé. Donc voilà, c'est cette façon-là. Donc il a eu un regard au-delà de la Réunion. Il a mis en place donc, la stèle dans les différents pays d'où viennent les esclaves. Et ça, c'est important. Une façon de découvrir que les gens d'ici, malgaches, africains, indiens, asiatiques, etc., eh bien, ont une connaissance de ce qui s'est passé. D'où, pourquoi ils sont ici, sur cette terre de la Réunion, au jour d'aujourd'hui. Quelle a été un peu l'histoire. Eh bien, voilà, c'est tout ce travail de recherche mis à la disposition du plus grand nombre. Voilà, et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a l'organisation de grands séminaires, par exemple, où les historiens des autres pays, par exemple de la Caraïbe, des Antilles, de l'île Maurice, de Madagascar, d'Afrique, sont venus pour porter le témoignage sur ce que c'est que l'esclavage, ce que c'est que le 20 décembre. Mais ça n'est pas terminé. Il y a des films. Fidel lui-même a tourné un film sur l'esclavage à la Réunion. Voilà une façon de porter la connaissance des gens, le vrai sens de l'esclavage à la Réunion. Donc, 172 ans depuis 1848 à aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a eu un passage à vide, si on peut appeler ça comme ça, où pas grand-chose n'était dit. Alors, c'est dû quoi? C'est dû aux circonstances, à la politique, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut plus rester dans le silence. On ne peut plus garder pour nous, par des historiens, les choses que nous connaissons. Il faut apporter aux gens, il faut former la nouvelle génération, éduquer la nouvelle génération sur ce que c'est que l'esclavage. C'est vrai pour les scolaires jeunes, mais il y a un vide entre le scolaire et le grand public, et c'est ce vide-là qu'il faut combler au jour d'aujourd'hui. Dernière question, Paul Kanagi. On voit qu'aujourd'hui, dans le regard des Réunionnais de notre monde contemporain, chacun a plus ou moins sa définition du 20 décembre. Comment doit-on faire pour que le peuple réunionnais mesure l'essentiel de cette date du 20 décembre pour hier, aujourd'hui et demain? Alors, il faut qu'il soit aussi partenaire, participant. Il ne faut pas qu'il soit mis comme observateur d'un côté. Il faut qu'il participe. Il faut qu'il soit associé à tout ce qui se fait sur le thème de la recherche, sur le thème de l'existence qui existe comme livre, comme film, résultat de recherche, qui reste dans le giron de l'université, par exemple. Il doit être un acteur. Il ne doit pas être un observateur. Il faut l'associer. Alors c'est pour cela, moi je dis, qu'il faut populariser. Lorsqu'on parle de 20 décembre, il faut tenir des conférences, pas seulement dans des salles, mais aller sur des places publiques. Dire par exemple, les gars, ce soir nous parlons de Stelfima, nous parlons de l'esclavage, et venez nous écouter. Ouvrir cette porte-là. Voilà, à mon avis, c'est le sens qu'il faut donner à la main tendue vers les autres. Cette transmission, comment doit-elle être vis-à-vis de nos jeunes? Comment l'histoire de la Réunion doit rentrer dans l'éducation des enfants de la Réunion? Alors, il faut que les services concernés et le rectorat se réapproprient un peu tous les thèmes autour de l'esclavage. Et nous sommes déjà ici bien placés, puisque nous avons tous les éléments de recherche sous la main. Donc, il y a des gens qui peuvent en parler, il y a des chercheurs, des historiens, et il ne faut pas attendre que ces gens disparaissent pour mettre au bout du jour l'esclavage dans l'éducation nationale. Oui, le ministre d'ailleurs, il est très favorable de l'éducation à ce que l'esclavage soit beaucoup plus enseigné dans tous les milieux, sans exception. Et bien, c'est là-dessus qu'il faut porter les efforts, donner la possibilité, inviter les historiens à faire des rencontres avec les élèves, les étudiants, etc. Et comme cela, donc, c'est plus un précaré des chercheurs, des universitaires, mais aussi pour tout le monde.